Merci beaucoup, Fanny, Guillaume. On va prendre maintenant vos questions. Euh, Allez, monsieur. Je propose, Fanny, Guillaume, si ça vous va, qu'on prenne plusieurs questions à la fois, et puis vous pourrez répondre. Oui, Dominique Gilbon, de collectif La Maison. On est une vingtaine d'associations et d'entreprises à avoir occupé un espace qui s'appelait Maison de l'économie sociale et solidaire et avoir un bail amphithéotique au bout de 6 ans après avoir occupé illégalement cette maison. Et notre objectif est, dans notre bricolage de vie ensemble, de créer un pôle d'élaboration de quelque chose qu'on appelle l'économie circulaire. J'aurais bien aimé vous entendre parler de cette notion qui se développe un petit peu et qui est récupérée par le système d'une manière assez facile, comme le développement durable, comme tout un tas de choses qu'on a pu évoquer dans notre longue vie au niveau de cette approche de la défense du vivant. Et donc j'aurais bien aimé ça, mais je vous invite aussi samedi au Kiwi à Ramonville, où ce collectif exposera ce que c'est son souci du vivant. C'est-à-dire en gros comment on bricole quelque chose tout en maintenant, je dirais, un regard et une action sur notre monde ramonvillois, donc cette petite ville à côté de Toulouse, et faire en sorte qu'on ait une certaine résistance par rapport à un parc technologique qui va avancer jusqu'à la ferme de 50 et qui va bousiller tout un tas d'éléments naturels dans lequel il faut qu'on ait une place pour bricoler quelque chose de différent, parce qu'on peut effectivement partir au loin, aller s'enfermer, mais on est là en... Merci. Oui, voilà. Si on peut faire un petit peu plus court, juste sur les questions, sur les commentaires, pour que que tous ceux qui ont envie de parler. Je vous remercie tous les deux pour votre intervention qui a été assez complémentaire. J'ai envie de vous poser une question courte et qui est transversale entre vos deux approches. Quand on parle d'émancipation ou de subversion du capitalisme, il est question implicitement de saper ses bases matérielles et idéologiques, et notamment la question donc de la propriété privée sur les moyens de production, mais aussi de la question de l'autonomie et de la démocratie. Comment est-ce que vous envisagez chacun dans vos visions respectives de recherche le bricolage sous cet angle de l'autonomie? En fait, j'ai une question un peu liée. J'ai l'impression, dans vos interventions, vous dites, de ce que j'ai compris, finalement, on est dans un monde là où on a plein d'objets qui sont ultra techniques et donc on est dépendant des entreprises qui fabriquent ces objets si on veut pouvoir continuer de les utiliser. Genre, la voiture récente qui tombe en panne, il faut demander à Renault la mallette pour la réparer, etc. Et de bricoler tout ce qui est low-tech, etc., finalement, ça permet de faire de l'empouvoirment. Et donc, on devient autonome, indépendant et on peut partager les choses, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais au niveau politique, où on est dans nos prétendues démocraties assez infantilisées. Finalement, on n'a pas trop voix au chapitre. Et alors que lorsque des gens vont, par exemple, essayer de se rassembler pour élaborer des lois, voire des constitutions, justement, ils fabriquent un peu de la loi ou des règles communes, et ils y prennent goût, et après ils se passionnent pour plein de sujets ultra politiques. Et je ne sais pas si vous avez noté ce genre de lien entre les niveaux très matériels et les niveaux très politiques ou sociétaux. Je vous propose de déjà prendre ces 3 questions, puis après on fera un tour. J'ai pas parlé des trajectoires politiques des personnes dont j'ai parlé. Du coup, c'est un bon prétexte, ta question, pour l'aborder. Et ça me permet aussi de répondre sur les trajectoires que tu qualifies comme radicales. Bon, les personnes dont je parle sont, quand tu les fréquentes, finalement
assez normales, même si leur mode de vie semble assez extraordinaire en comparaison du monde qu'on nous propose. Mais finalement, il y a clairement pas un désir de radicalité, même si certaines personnes qui composent le bouquin d'Évier sont venues de trajectoires politiques, de mouvements autonomes, du mouvement squat, etc. Et que l'expérience squat est à la fois une expérience très politique et une expérience de faire sans argent et de vie bricolée. En bref, ça veut dire que j'ai en tête une personne, Anne, qui est une des protagonistes de Dévier, qui dit « Moi, j'ai fait 5 ans d'études supérieures en squat. Forcément, mon rapport à l'argent n'est plus le même quand tu sais que sans argent, bah, j'ai eu l'électricité, j'ai eu de l'eau, tout ça. » Bon, bref, c'est un espèce de lien fort entre politique et bricolage. Et certains sont venus au bricolage par d'autres voies que la voie politique, mais le bricolage est finalement quelque chose qui te pousse à reprendre en main des choses, c'est un peu ce que tu avais l'air de dire, qui nous échappent. Et dans le bricolage, il y a, c'est des choses qui nous concernent. On parle souvent, des auteurs parlent de matière à concernement, et de se dire que quand on bricole, sous toute chose, et qu'on agence ces choses-là, c'est des choses qui nous concernent. Et finalement, là, il y a un rapport très éloigné vis-à-vis du monde de la consommation, où, bah, c'est ce que tu disais, les objets, on les abandonne plutôt qu'on les donne. Et là, il y a quelque chose qui remet du politique, mais j'en ai pas parlé là ce soir, mais dans ces modes de bricolage, il y a des façons d'habiter qui sont des façons d'habiter beaucoup plus ouvertes que ce qu'on nous propose. Je n'ai même pas vu si mes photos étaient passées derrière. Si, elles sont passées. À un moment, j'ai mis une photo, on en parlait dans le train tout à l'heure avec Fanny, d'une étagère de colocation. Bon, étagère autoconstruite dans un atelier bois qu'il y a derrière la cuisine. Et cette étagère, elle est très commune dans ces formes d'habitat. Et elle dit beaucoup de choses, je trouve, de manières d'habiter qui sont ouvertes, politiques et accueillantes. Ça veut dire que la norme, le cliché de la cuisine d'aujourd'hui, c'est la cuisine aménagée avec de multiples portes où tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et c'est très chiant quand on te prête un appartement que tu dois ouvrir toutes les portes pour trouver juste ce que tu as besoin. Et bah, dans ces colocs, là, en fait, il n'y a pas de porte. Les gens savent construire des portes, hein, ça, je vous l'assure. Et non, on laisse les choses visibles. Et quand il y a des tiroirs qui sont déjà existants, on indique ce qu'il y a à l'intérieur. C'est signe qu'on accueille régulièrement des gens qui viennent de l'extérieur, que ces colocs, elles tournent, etc. Et là, pour moi, on est déjà dans du politique. Et il y a des choses que je raconte pas trop, en plus, bon, là, qui sont pas dans le livre, c'est que dans ces espaces-là, on accueille aussi des gens qu'on n'accueille pas en France habituellement. Voilà. Et ça, il y a un lien entre ce mode de bricolage, d'avoir toujours un pied dans le monde tel qu'il est, avec des gens en souffrance, en galère, etc. Et que finalement, se prendre soin des choses. Alors, je voudrais pas être trop mécanique et rendre un tableau trop homogène, mais dans certains milieux, le fait de prendre soin des choses va presque de pair avec l'attention qu'on porte aux gens alentour. Ce n'est pas systématique, hein. On trouvera des bricoleurs qui ne sont pas du tout sympathiques malgré tout. Oui, alors je vais revenir pour commencer la première question sur l'économie circulaire. Je suis pas du tout une spécialiste de l'économie circulaire, mais effectivement, vous l'avez dit dans votre question, comme d'autres concepts, comme le développement durable, comme tout un tas d'inventions récentes, l'économie circulaire, en effet, est récupérable et largement récupérée par l'économie capitaliste. C'est déjà fait, en fait. Ce sont les grandes multinationales, Engie et d'autres, qui
maintenant voilà, s'intéresse à l'économie circulaire et la développe. Donc bon, ça devrait juste nous mettre la puce à l'oreille et nous indiquer qu'il faut avoir peut-être une toute petite distance vis-à-vis de ce qui s'y fait. Mais sur un plan plus philosophique, ce qui est un petit peu embêtant dans la notion d'économie circulaire, c'est que finalement elle ne rompt pas avec l'idéologie de l'illimité. Puisque le cercle, par définition, c'est sans fin, quoi. Et donc, finalement, en se disant, on transforme des déchets en ressources qui viennent alimenter une nouvelle production qui elle-même va se transformer en déchets, qui va redevenir une ressource, etc. Parce que c'est ça le principe de l'économie circulaire. Eh bien, je pense qu'on alimente l'illusion selon laquelle on peut continuer à vivre et à consommer comme on le fait aujourd'hui. Ça va fonctionner grâce à une nouvelle technique. Non, mais voilà, d'accord. Donc ça, voilà. Non, mais oui, d'accord. Ouais. Bon, je vous explique juste. D'accord. Bon. D'accord. Mais vous nous demandiez ce qu'on en pensait. Bon, moi, c'est juste sous cet angle-là et qui reste l'endroit d'où je me situe. Hein, c'est uniquement sous l'angle de la réflexion un peu théorique sur le sujet. Il y a quand même ce petit problème du rapport à l'illimité. Donc, je vous le soumets. Je dis pas qu'il faut pour autant abandonner cette piste par ailleurs. Sur la question de l'autonomie, alors pareil, ça va peut-être. Le mot autonomie, c'est un mot qui a connu ses heures de gloire et qui est un terme important dans les luttes qui ont eu lieu notamment au XXe siècle. La question c'est ce qu'on met derrière. Il me semble qu'aujourd'hui c'est moins l'autonomie qui, là aussi on peut revenir à l'étymologie, qui veut dire se donner à soi-même sa propre loi, autonomos, et qui donc s'oppose à l'hétéronomie. Donc il y a un lien, une articulation entre l'autonomie et l'émancipation qui est le sujet de notre discussion ce soir, c'est certain. Mais on a tendance peut-être à oublier qu'aujourd'hui, enfin d'ailleurs ça a toujours été le cas, mais c'est aujourd'hui que le problème se pose, on vit dans un monde où c'est plutôt l'interdépendance qui est le sujet. Et la question, me semble-t-il, aujourd'hui consiste moins à se dire comment je deviens de plus en plus autonome ou comment nous, collectivement, petits groupes, pouvons-nous nous isoler du reste et travailler en autarcie ou découvrir plus de liberté au plan local ou que sais-je, mais plutôt comment faire vivre nos interdépendances, quoi, et comment en tenir compte. Donc c'est la petite réserve que j'ai aussi par rapport à la question de l'autonomie. Et puis pour te répondre à toi, quand je parle de radicalité des modes de vie que tu décris, c'est pas tant au sens politique que au sens de radical au sens de la racine, quoi. C'est-à-dire que c'est des modes de vie qui sont extrêmes dans le sens où ils s'opposent de façon extrême au mode de vie dominant que nous connaissons. C'était pas sous l'angle politique que je voyais. Ouais. Bonsoir. Moi j'ai une question autour du bonheur, parce qu'on parle beaucoup de l'autonomie, là on en a parlé, pour moi c'est pas une finalité en soi, le bonheur l'est davantage, mais j'en ai pas trop entendu parler, et notamment ça m'intéresserait de savoir c'est quoi le rapport au bonheur des gens avec qui vous vivez, parce que moi personnellement, depuis quelques mois je bricole beaucoup, donc je suis tout content de petites victoires, j'ai craqué Windows 11, j'étais super content. Donc ça c'est des pics émotionnels qui font du bien. Dans le fond je sens que je suis de plus en plus indépendant ou autonome et puis j'ai discuté avec des gens qui sont très branchés low-tech et qui m'ont dit mais tu sais Antoine, dans le bonheur une des composantes c'est l'autonomie, aller vers l'autonomie, et quand on est plus autonome en fait ça participe à la maîtrise de son existence et du coup ça participe au bonheur. Et par rapport à ce bonheur, je voulais savoir ce que vous avez pu vivre ou étudier. Bon, je réponds tout de suite. Non, c'est une super question parce que toute la conclusion de Dévier porte sur la joie. Et ça aussi, ça me permet de dire, de bien s'exprimer, c'est que les personnes dont je parle ne font pas de sacrifices. Et d'ailleurs, quand je parle de leur économie, je parle
d'une économie d'abondance. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont accès à des ressources énormes. Et je donne l'exemple, c'est des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un logement comme on l'imagine, et qui pourtant transitent de lieu en lieu où ils sont toujours un peu chez eux, parce que finalement, les lieux qui sont mis en relation sont des lieux ouverts. Je parle de joie, toi tu utilises le terme bonheur, non, c'est ça que tu disais? La joie, c'est, je reprends ça de Spinoza, c'est quelque chose qui est plus puissant que je mets pas en lien forcément avec l'idée de bonheur. La joie, c'est en tout cas quelque chose qui est un sentiment, mais aussi quelque chose qui se déploie vers l'extérieur. Et dans les milieux où je passe, dans d'évier, si leur pouvoir d'attraction est lié à des formes de joie contaminante, les gens rient beaucoup et ont un tel sens de l'accueil qui fait qu'il y a énormément de gens qui gravitent autour. Mais je ne la mettrai pas en relation avec l'autonomie. Alors moi je suis un peu ambigu sur cette notion d'autonomie parce que ce terme-là a un spectre politique ultra large, parce que les libertaires capitalistes qui mènent le monde en ce moment parlent aussi d'autonomie. Et donc, du coup, et au contraire, j'ai l'impression que Spinoza, quand il parle de la joie, il dit que se laisser affecter par le plus grand nombre de choses et non seulement augmente la capacité d'agir, mais ça procure de la joie. Et ça, j'ai l'impression que sa définition de la joie, elle est intéressante si on relie ça au bricolage, parce que autonome, on pourrait croire, mais c'est pas forcément comme ça que tu l'emploies, qu'il y aurait quelque chose qui serait une forme d'isolement par rapport à d'autres, alors que dans le bricolage, c'est ce que j'ai raconté, c'est qu'il y a une multiplication des liens avec les choses, avec l'environnement et avec d'autres, et que bricoler, c'est vraiment la définition de Spinoza de se laisser affecter par le maximum de choses, alors que dans la société capitaliste, et c'est même effrayant, c'est que c'est une société qui pousse à se désintéresser des autres. Et là, si restons au niveau des objets, c'est qu'on a éloigné tellement les lieux de production que les objets qui nous entourent, on ne veut pas savoir dans quelles conditions elles ont été fabriquées. Et du coup, ce truc de se laisser affecter, qui est pour moi quelque chose de profondément écologique, j'ai du mal à le relier à l'idée d'autonomie, même si les personnes dont je parle, en termes de connaissances techniques, sont capables d'une plus grande autonomie vis-à-vis d'objets, de choses à réparer, que ne l'est la personne lambda dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà. En tout cas, pour conclure là-dessus, c'est que les espaces dans lesquels je passe sont des espaces de joie. Oui. Je vais aller complètement dans le sens de ce que tu dis, mais juste pour ajouter un dernier élément, mais vraiment, enfin, voilà, j'adhère à tout ce que tu viens de dire. Le bonheur, il est lié à la relation, il est lié au lien, et beaucoup plus effectivement qu'à la recherche de l'autonomie. Et monsieur, vous avez dit que le bonheur, il venait de la maîtrise de son existence. Alors là, je vais prendre le contre-pied total et citer un auteur que j'aime beaucoup, qui est Clotilde de Guille, et qui a écrit un livre qui s'appelle La déprise. Et je pense que le bonheur, il vient au contraire d'une forme de déprise, et c'est très lié à l'idée de bricolage, en fait, la déprise. On n'a pas évoqué toutes les facettes du bricolage, mais il y a vraiment une dimension existentielle et même peut-être un peu psychologique très importante dans le bricolage, qui est l'idée de s'ouvrir aussi à une forme de tâtonnement, d'incertitude, de contingence. Je vous ai dit que le vivant était un bricolage, mais nos existences, en fait, sont elles-mêmes, quand on y pense, un bricolage, dans la mesure où la volonté dont on croit parfois qu'elle peut guider nos actes, en fait, n'est qu'un
tout petit élément qui joue dans les événements qui surviennent dans nos existences. Donc il y a aussi cette idée de pouvoir se déprendre, accepter le fait que nous ne maîtrisons pas tout. Maîtriser, c'est vraiment ce qui relève au contraire de la logique d'ingénieur, mais donc en acceptant une forme de déprise, c'est là qu'on s'ouvre à des rencontres, des découvertes, des expériences extrêmement contingentes, dont parfois certaines se terminent par des échecs, d'autres au contraire par des réussites, et quand bien même certaines se termineraient par des échecs, elles nous permettent de rebondir ou d'aller explorer des chemins qu'on n'avait pas ouverts. Pour moi, c'est ça le chemin du bonheur, même si ça nous amène complètement ailleurs, mais c'est ça le chemin du bonheur, et effectivement ça se joue dans la relation, dans l'ouverture aux autres, et dans la relation, le rapport au collectif, à d'autres. Et puis dernier élément, vous m'avez fait penser à une chose que effectivement j'ai pas évoquée. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question du bricolage au travail, mais dans le sens où comment on peut, chacun de nous, même si on pratique pas un métier bricoleur, même si on pratique un bullshit job, ce qui est peut-être le cas de certaines et certains d'entre vous, c'était mon cas quand je travaillais dans la com, donc je sais ce que c'est. Comment on peut en fait pratiquer ce métier avec une attitude bricoleuse? Et en fait c'est possible. C'est possible de bricoler avec le temps en refusant de suivre point par point son agenda préprogrammé la veille, en se réservant des espaces un petit peu de réflexion informelle, ou en allant discuter à la machine à café, et donc en volant un petit peu du temps sur le temps prévu par l'employeur. C'est possible d'avoir donc des temps vivants au travail, c'est possible de flâner, c'est possible de préférer réfléchir par nous-mêmes plutôt que d'utiliser tout de suite une intelligence artificielle. C'est possible d'avoir des démarches de solidarité et de coopération avec des collègues, même quand on n'a pas des rapports hiérarchiques avec eux. Vous voyez qu'il y a quand même une possibilité d'avoir une attitude bricoleuse, y compris dans nos vies, sans qu'elle change de façon, j'allais dire radicale, mais immense. Et tout cela, je retombe sur mes pattes, produit du plaisir. En fait, le premier effet de cette attitude bricoleuse, c'est de remettre du plaisir dans le travail. Alors le plaisir, c'est pas exactement le bonheur, mais ça y contribue. Alors on va prendre 2 dernières questions. Il y avait 3 personnes, c'est ça? Allez, alors ça sera 3 dernières du coup. Moi, très courte. Au sujet des critiques, vous avez abordé plusieurs types de critiques. Et il y en a une, vous avez parlé de la basse critique, en fonction des lumières noires et tout ça. Mais le problème de la basse critique, c'est que quelquefois, quand une critique est extrêmement pointue et justifiée, elle est appelée basse critique, ou complotisme, ce que vous voulez, par justement les personnes qui ne veulent pas la critique. Donc, il faut faire attention aussi à comment on attribue des noms. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Ah oui, pardon. Bonjour, merci pour les interventions, c'était intéressant. Sur ce lien bonheur et sur la question de réappropriation du capitalisme face au bricolage, ça me fait penser au chapitre sur la question du do-it-yourself dans un petit essai de Aude Vidal qui s'appelle Égologie, où elle fait une critique du do-it-yourself comme un loisir bourgeois qui s'amuse à s'épanouir à travers un peu de bricolage. Et du coup, c'est difficile des fois de faire la limite à quel moment je suis un petit bourgeois en train de faire du loisir et à quel moment je suis en train de m'émanciper. Alors, pour réagir juste à ça, moi, ça me fait penser plutôt aux travaux de Geneviève Prévost sur Compter ce qui compte, enfin sur donc les alternatives, et aussi sur l'écoféminisme à travers le soin apporté à la confection des objets et aux personnes. Ma question, c'était, on a commencé sur s'émanciper du capitalisme. Vous avez présenté le capitalisme comme étant un système qui arrive très bien à assimiler ce qui est subversif. Est-ce que le capitalisme n'a pas déjà commencé à assimiler le bricolage? Est-ce que ça peut être une solution? Alors moi j'ai essayé de voir si mon hypothèse tenait. Je me suis dit, il y a plein de tutos YouTube, c'est du bricolage. Il y a des imprimantes 3D vendues pour qu'on puisse bricoler. Et puis il y a l'IA qui collecte à peu près tout pour faire quelque chose qui marche, mais on ne sait pas trop quoi.
Merci. Je vais les prendre dans l'ordre inverse, l'ordre dans lequel les questions ont été posées. Sur la question de l'assimilation du bricolage, absolument. Oui. Le capitalisme sait très bien digérer aussi le bricolage comme mode subversif d'être au monde. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur les deux dimensions, à la fois la dimension donc pratique, matérielle, et la dimension, je dirais, plus l'attitude bricoleuse, et que je me suis appuyée sur Michel de Certeau pour l'illustrer. C'est-à-dire que ça, pour le coup, les tactiques traversières, la subversion sous-jacente, tout ce qui passe en dessous des radars de l'appareil de pouvoir, ça, pour le coup, ça me semble plus difficile à être appropriable par l'ordre dominant sous la forme capitaliste que nous le connaissons aujourd'hui. Donc je pense que ça reste une manière de contester l'ordre des choses qui peut... Mais c'est une manière, tout de suite il faut mettre un bémol, qui est très modeste et dont je ne suis pas sûre qu'elle puisse prendre une dimension politique. Parce que très souvent, ça n'a pas été posé ce soir, mais m'est posé la question de mais comment le bricolage peut devenir un concept politique. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut collectiviser les choses, je ne sais pas si on peut avoir un rapport de force tel que la dimension bricoleuse puisse renverser la logique d'ingénieur dominante actuelle. Donc, voilà, premier élément de réponse. Ensuite, sur la question de l'écoféminisme, bien sûr, la question de la maintenance aussi, tout ça, ce sont des mouvements qui, pour moi, participent à cette réflexion sur le bricolage et qui forment une espèce de grande famille. Donc il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. C'est peut-être aussi une manière de me contredire avec la dimension politique, c'est peut-être là qu'on peut la trouver, mais disons qu'aujourd'hui, elle ne s'impose pas comme une force politique dominante. Sur la question du bricolage bourgeois, oui, bien sûr qu'il y a par exemple beaucoup de cadres en entreprise qui, faute de sens au travail, démissionnent et se mettent à faire de la boucherie, deviennent fleuristes, qui sont des métiers, alors qui ne sont pas du bricolage à proprement parler, mais c'est des métiers artisanaux et c'est un mode de vie peut-être qui est un petit peu décalé, qui peut conduire à une forme de rapport bricoleur au monde. Et effectivement, ça peut être tout à fait une manière d'être que s'approprie la bourgeoisie. Première chose, je dirais et alors, tant pis, voilà. Et deuxième chose, il faut quand même pas oublier que le bricolage, historiquement, est pratiqué par les populations plutôt marginales et des populations qui ont plutôt peu d'argent. Marginales, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir du temps pour bricoler. Ça prend beaucoup plus de temps de bricoler que de fabriquer des objets de manière extrêmement standard. Donc historiquement, c'est quand même plutôt j'appelle les populations marginales, soit les chômeurs, soit les retraités, mais c'est plutôt de là que ça vient. Et puis les populations qui ont peu de moyens, tout simplement parce que c'est d'abord la nécessité qui conduit au bricolage, le fait de se raccommoder un vêtement, de réparer ses meubles, etc. Ça vient. Donc je pense qu'on n'en est pas venu au moment où la bourgeoisie s'approprie complètement cette activité. Et enfin, sur la question de la basse critique, madame, moi j'ai jamais entendu parler de basse critique pour renvoyer la critique dans ses cordes, si j'ose dire. Moi, c'est vrai que je suis partie de l'idée de basse lumière. Les basses lumières, c'est quoi ? C'est en fait tout ce qui a accompagné le mouvement philosophique des Lumières. Et c'était la façon populaire qu'avaient les gens qui n'étaient pas philosophes de participer à la réflexion. Et ça passait par quoi ? Par les libelles, par les chansons, par les caricatures qu'on se passait sous le manteau, etc. Je vous parle du XVIIIe siècle, au même moment de la Révolution française. Ces basses lumières, elles ont participé au mouvement d'émancipation des Lumières, mais elles avaient une façon de décrire les choses qui était extrêmement caricaturale et qui parfois même tombait carrément dans le graveleux, quoi. On fustigeait les puissants avec des caricatures obscènes. C'est très important. Ça participe au mouvement de réflexion et de critique du pouvoir, mais il faut l'accompagner d'une réflexion, d'un raisonnement et d'une argumentation pour que ça puisse avoir vraiment une forme de performativité sur les choses que l'on décrit. Et donc quand je parle de basse lumière, moi je parle surtout de basse critique, je parle d'une critique qui aurait perdu la boussole, si vous voulez, qui
qui se passe de méthode, qui se passe de réflexivité, qui du coup se complaît dans une forme de complotisme, et donc qui tout simplement sort du rail du raisonnement authentique. D'accord. Alors ça, peut-être que ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est de la rhétorique. Oui, et vous avez peut-être l'esprit critique qui permet de déceler cette rhétorique. Dans ce cas. Je fais très rapidement parce qu'il se fait tard sur le DIY. Quand on a fait la petite visio de préparation avec Émilie, Jean-Philippe et Fanny, c'est le premier truc que j'ai dit. J'ai dit, bon, alors attention, le DIY, quand tu tapes DIY, do it yourself sur Google, alors là, tu tombes effectivement sur le petit bricolage d'Halloween et de Noël, alors que le mouvement DIY, c'est à l'origine un mouvement très punk, et clairement qui n'a rien à voir avec quelque chose qui serait de l'ordre de la bourgeoisie, de l'objet très lisse, un peu instagrammable. C'est pour ça que je tenais à montrer les photos qui sont les photos des univers bricolés que j'ai traversés, qui sont clairement très loin de ces images papier glacé du DIY qui sont ridicules, qui sont là, du loisir, en tout cas qui n'ont pas du tout la dimension politique dont je parle là, quand je parlais par exemple du skatepark DIY, ça suppose des pratiques qui sont au-delà de la légalité, etc., de prise de risque. Bon, bref, voilà. Sur le bricolage récupéré par le capitalisme, de ce dont je parle, qui est un bricolage qui s'associe à des formes relationnelles, etc. Non, en fait, alors moi, je parle d'une dimension micropolitique au ras des terres. C'est ça qui m'intéresse. Bon, lundi, j'ai un autre séminaire avec Bernard Friot autour de sa question du salaire, à vie, où on va essayer de faire le lien entre ces micro-expériences et comment elles peuvent s'adresser plus largement à d'autres. Alors moi, je suis assez mal positionné pour parler de ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret et ce qui se passe au niveau des corps, des micro-groupes, bon, bref, du micro-politique. Mais en tout cas, dans ces espaces micro-politiques, intrinsèquement, ils ne seront pas récupérés par le capitalisme pour des raisons simples. C'est des gens qui ne consomment pas. Quand on ne consomme pas, on est un mauvais citoyen. C'est le roman Le meilleur des mondes, écrit dès le début du XXe siècle, qui déjà pointait ce truc-là de t'es hors la loi parce que tu consommes pas. Là, il y a ça. Donc, je parle beaucoup dans des biais du sujet des normes. C'est que le combat politique, en termes micro-politiques, c'est assumer le regard de tes voisins, assumer le fait d'avoir une voiture pourrie, de dormir en mobil-home le temps de rénover ou d'avoir une activité, parce que souvent, c'est pas juste le choix de délirer de dormir en yourte, c'est aussi la nécessité qui impose des formes d'habitat. Il y a des choses où c'est extrêmement subversif, c'est que ce régime de nécessité s'oppose complètement à l'idéologie propriétaire, où les logements aujourd'hui, être propriétaire, c'est monter des claustras autour de ton jardin. Là, entre Bordeaux et Toulouse, c'est la déprime quand même. C'est ces maisons enfermées dans des claustras où chacun a sa petite piscine. C'est l'apparition des caméras à l'entrée des maisons, etc. Alors que tous les espaces où je passe, en fait, c'est des endroits où c'est jamais fermé à clé, où tu vas rentrer chez toi, tu vas voir des enfants, des voisins qui sont en train de lire tes BD, et en fait, c'est la vie, ça s'appelle. Et du coup, là, on est quand même très très loin d'imaginaires qui peinent pour le coup à être joyeux, qui sont pour moi de l'ordre de la tristesse. Et est-ce que ces formes-là, elles peuvent se développer? C'est des formes qui viennent à la base, mais j'entendais la semaine dernière que 50% des Français
ont un sentiment de solitude. Bon, bah là, il y a 2 jours, j'étais chez des copines qui font partie du bouquin d'Évier, et j'étais avec un copain argentin, et il me disait, ah ouais, bah non, c'était une sacrée journée, il y avait plein de monde et tout. Et je dis, non mais ça, ce lieu-là, j'y ai passé plusieurs semaines, j'y vais régulièrement, et les enfants de ce couple d'amis, une fois, m'avaient fait la remarque qu'on avait mangé un soir où il n'y avait que moi et la famille, et ils disaient, waouh, mais ça nous arrive jamais de partager un repas juste en famille. C'est pour dire que là, par rapport à cet enfermement qu'on nous propose en étant juste des consommateurs, en se disant que plutôt que de faire des projections collectives, le cinéma, tu as le home cinéma chez toi, plutôt que d'aller à la piscine, tu l'as dans ton jardin, qui est quand même toute une trajectoire d'enfermement, et qui est liée, oui, si on veut développer la consommation, il faut que chacun possède ce truc. C'est pour ça qu'il y a sans doute un volet subversif à l'économie circulaire, qui serait aussi de l'ordre du prêt, de quand j'en ai marre de mon vêtement, je le file à mes voisins qui me filent en retour. Voilà, et c'est généralisable. Parce que d'ailleurs, sur les fringues, si vous avez suivi, il y a eu tout ce délire de fringues récupérées qui étaient envoyées en Afrique, qui finalement étouffait toute forme de production locale et qui se fait rattraper par un super capitalisme qui est Chine, etc., la fast fashion, qui fait encore moins cher que le réemploi de nos vêtements dont on ne sait pas quoi faire, qu'on envoyait là-bas. Signe que c'était généralisable, puisqu'on inondait des pays entiers avec nos propres vêtements. Et pour une dernière chose qui me semble assez offensive, c'est que le capitalisme, et ça c'est très lié aux politiques, et les politiques le savent, c'est que les tyrans, Arendt en parle, mais aussi Jacques Rancière, c'est depuis des siècles, voire des millénaires, les tyrans essayaient de faire en sorte que les gens ne s'occupent que de leur domaine privé. Ça veut dire, occupe-toi de ton petit chez toi, et surtout ce qui peut être de l'ordre du commun, du politique, des affaires de la cité, etc. Laisse-nous nous en occuper à ta place. Et finalement, dans ces pratiques de bricolage, j'ai parlé de matière à concernement, c'est que ça ramène du politique, de se soucier de son voisinage, de ce qui se passe et ça, il y a une dimension clairement subversive dans une volonté capitaliste de tout dépolitiser, de faire en sorte que n'importe quel objet de consommation, il n'aurait pas à être interrogé parce que ça se passe loin, nanana, tout ça. Je trouve que ces formes d'agencement dans lesquelles il y a des fortes pratiques de bricolage sont subversives, et elles ne seront pas récupérées par le modèle capitaliste, parce que tous les signaux disent que c'est sur autre chose. L'autre question après serait, en termes de transformation sociale, comment elles sont suffisamment rendues désirables, ou comment aussi des crises matérielles pourraient faire en sorte que finalement s'élargissent ces manières de faire. Voilà, ça c'est une autre interrogation. Mais moi en tout cas, en termes de micro-politique, les parcours de ces personnes que je suis depuis longtemps s'éloignent vraiment de logiques qui sont profondément ancrées dans notre société. Et là, j'arrête.